Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour le grand invité d'ici l'Europe. Plus exactement, aujourd'hui, la grande invitée qui connaît bien les arcanes de Bruxelles et se passionne aussi pour les questions diplomatiques. Elle préside en effet la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, ancienne ministre socialiste chargée des affaires européennes sous la présidence de François Mitterrand, de la justice dans le gouvernement Jospin. Elle a également siégé au Parlement européen avant de revenir sur les bancs du Parlement français. Et sa trajectoire européenne ne s'arrête peut-être pas là. On va en parler. Elisabeth Guigou, bonjour. Bonjour. Cette semaine a été évidemment dominée par la réélection en fanfare à la tête de la première économie de la zone euro, de celle que les Allemands surnomment Mutti, maman. Vous vous expliquez cette longévité d'Angela Merkel qui rempile pour un troisième mandat ? Oui, je pense que Angela Merkel a su incarner vraiment les aspirations de la majorité du peuple allemand, une très grande majorité, c'est-à-dire qu'elle a cette espèce de force tranquille, hein, de la stabilité, elle a un mode de vie modeste, je crois que ça plaît, et en même temps c'est une dame de fer. Hein. Quand on voit la façon dont elle a éliminé tous ses concurrents dans son propre parti et ailleurs, souvent d'ailleurs en prenant les idées de ses adversaires, regardez sur le nucléaire, d'ailleurs ça commence à jouer des tours à l'Allemagne, hein, parce que la flambée des prix de l'énergie commence à devenir un vrai sujet, vous verrez que dans les années qui viennent, mais enfin Angela Merkel a réussi une vraie performance électorale. Alors simplement hors des frontières de l'Allemagne, pourtant elle inquiète, elle fait peur. Les Grecs ont été douchés par ces réélections confortables et puis on a vu aussi pas mal de déceptions de la part des socialistes français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle était votre réaction? C'est un motif d'inquiétude, cette réélection confortable? C'est-à-dire que évidemment, nous aurions préféré bien entendu que nos amis politiques, le SPD, gagnent, c'est vrai. Parce que nous sommes plus proches, nous avons la même vision de ce que devrait être la croissance en Europe, l'arrêt du dumping social avec un salaire minimum. Enfin, nous partageons. Le SPD a aussi, c'est le parti de Gerhard Schröder qui a mis en place. C'est vrai, mais en même temps, il faut reconnaître aussi que depuis 10 ans que Angela Merkel gouverne, elle n'a pas su. Elle a bénéficié des réformes Schröder, mais elle n'a pas su combattre. Il faut le dire, ce gouvernement, les dégâts collatéraux considérables, hein, précarité, etc. Donc, mais nous n'avons pas à nous mettre, nous, à la place du peuple allemand. Le peuple allemand a choisi, nous respectons son choix, et je pense que c'est comme ça qu'on doit faire en démocratie. Alors maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'Angela Merkel va faire de son troisième mandat? Parce que là, elle a réussi, et c'est une performance, à égaler sur le plan électoral Helmut Kohl et presque à égaler le chancelier Adenauer, ses deux illustres prédécesseurs de la CDU. Et maintenant, va-t-elle les égaler sur le plan de sa marque dans l'histoire et dans l'histoire de l'Europe? Sa marque rigoriste en l'occurrence, parce que la question qui se pose, c'est même si elle doit faire coalition avec les sociodémocrates, ce qui est une possibilité, et ce dont François Hollande se réjouirait, j'imagine. Est-ce que cela changerait vraiment l'impulsion donnée par l'Allemagne à l'Europe? Est-ce qu'il y a des chances d'un changement de cap? Moi, je garde l'espoir là-dessus. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut reconnaître que Angela Merkel a déjà accepté beaucoup de compromis depuis 3 ans, des choses qu'elle refusait absolument. Le mécanisme européen de stabilité, par exemple. Elle ne s'est pas opposée, son gouvernement non plus, à la politique de Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne. On verra bien ce que dit la Cour de Karlsruhe, mais en tout cas, son gouvernement ne s'est pas opposé. Alors elle l'a fait lentement, trop lentement à nos yeux. On aurait pu régler la crise grecque mieux, à mon avis, et de façon moins coûteuse si on s'y était pris plus tôt. Mais il n'empêche qu'elle a su faire des compromis. C'est une femme qui avance toujours le compromis. Donc je pense, surtout s'il y a une grande coalition, nous verrons bien si ça marche, mais je pense qu'elle est capable quand même de faire des avancées. Regardez, Angela Merkel et François Hollande ont signé ensemble une lettre à leurs collègues européens au mois de mai, disant « Nous voulons des initiatives contre le chômage des jeunes, pour la formation des jeunes. » Il n'y aura pas un changement radical de la politique allemande. Ça, je n'y crois pas. Vous croyez à une inflexion? Mais je ne vois pas
les sociodémocrates allemands venir dans ce gouvernement et renoncer par exemple à leur revendication phare qui est celle d'un salaire minimum. Et ça change beaucoup de choses. Alors, dans la relation franco-allemande, vous avez évoqué justement cette proposition qui était co-signée par Angela Merkel et François Hollande. On voit aujourd'hui une chancelière confortée dans les urnes, tandis qu'on a un président français qui est au plus bas dans les sondages, une cote de popularité en berne, 23% de satisfaits en septembre. Ça va être difficile dans ces conditions de rééquilibrer cette relation franco-allemande et de voir une relation qui a... Oh, écoutez, la courbe de popularité du président Hollande, elle est indexée sur le chômage. On peut comprendre que Mme Merkel soit populaire alors que l'Allemagne est dans une situation économique très florissante, avec des problèmes qui vont de plus en plus peser. Le vieillissement démographique, je vous disais, le prix de l'énergie, le vieillissement des infrastructures de transport, en tout n'est pas non plus rose. Quant à François Hollande, il a engagé une politique déterminée. Il sait très bien qu'il ne peut pas jouer sur le court terme. Et je pense que sa cote remontera. Et Mme Merkel est suffisamment fine politique pour savoir ça. Deuxièmement, je crois que ne sous-estimons pas le fait, nous avons besoin de mettre de l'ordre dans nos finances publiques, c'est engagé et l'Allemagne en est reconnaissante à la France. Ne sous-estimons pas quand même l'impact aussi positif qu'aura eu notre opération au Mali. Car de plus en plus, quand j'interroge par exemple mes interlocuteurs allemands en prévision du Conseil européen du mois de décembre sur la politique étrangère et de défense, je dis mais quand même, en intervenant au Mali, dans la sécurité de toute cette zone, il y a une protection aussi des intérêts économiques allemands, parce que la liberté de navigation dans l'océan Indien, dans le golfe de Guinée et ailleurs, c'est pas indifférent. Alors, je pense qu'il y a... on ne peut pas imaginer un troc entre les questions économiques et les questions internationales, diplomatiques. Mais tout de même, on voit très bien qu'il peut y avoir une sorte de complémentarité qui s'organise davantage entre une Allemagne qui est effectivement la locomotive économique de l'Europe, qui elle aussi devra faire ses réformes de structure, et la France qui est une locomotive diplomatique. On le voit à l'ONU actuellement. Alors, motif de satisfaction pour vous, en tout cas jeudi, le commissaire aux affaires économiques, Olli Rehn, a jugé le prochain budget de la France, je cite, responsable et prudent. Pourtant, pendant des semaines, il a épinglé le matraquage fiscal français, le manque de réformes structurelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que Olli Rehn a constaté, comme d'ailleurs c'est obligatoire, la diminution de ce déficit. 5,3 en 2011, 4,8, 4,1 en fin 2013, 3,6 l'année prochaine et 3% en 2015 pour respecter les objectifs donnés. Si la croissance est là. Pardon ? Si la croissance est bien au rendez-vous. Oui, mais ça, il y a toujours des discussions sur les perspectives de croissance. Donc, on ne peut pas nier que déjà, entre 2012 et 2014, et ça, ce n'est pas des perspectives, c'est des résultats, le déficit a été diminué de 80 milliards d'euros, c'est-à-dire 4 points de PIB, et que le déficit structurel, qui est celui qui compte au regard du traité budgétaire européen, a considérablement diminué, et que moi je suis confiante, nous atteindrons l'équilibre structurel à la fin du quinquennat. Alors la grosse polémique qui a tout de même opposé Bruxelles et Paris cette semaine, ce sont les déclarations de Manuel Valls, le très médiatique ministre de l'Intérieur français, sur les Roms, qui ont déclenché les foudres de la Commission. Ça nous rappelle quelque chose, rappel des faits par Valérie Labonne. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a ravivé la colère de la Commission européenne à l'encontre de la France suite à ses propos polémiques sur les Roms. Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Je crois qu'il faut dire les choses. Vous dites clairement les choses ce matin. Très tranquillement. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il s'agit de regarder la réalité en face. Ces familles ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer là-bas. Moins de 24 heures après cette déclaration, un bras de fer entre l'Europe et la France a commencé. C'est la vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding, qui lance les hostilités. J'entends tout simplement des discours que je classifie dans la catégorie campagne électorale. À chaque fois qu'on veut ne pas parler de choses importantes, on trouve de nouveau les Roms. Une référence au municipal de 2014. Les Roms, un sujet qui avait déjà suscité il y a 3 ans la colère de la commissaire européenne en charge de la justice. Elle n'avait pas hésité à recadrer le président Sarkozy. C'est une honte.
Et je vais être très claire sur le sujet. La discrimination basée sur l'origine ethnique n'a pas sa place en Europe. Je ne pensais pas que l'Europe aurait à revivre ce genre de situation après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Garante des traités, la Commission rappelle que la liberté de circulation et d'installation concerne les citoyens des 28 États membres, y compris les Roms. Pour le moment, Valls ne corrige rien et précise que la France respecte les règles européennes. Cela tourne d'ailleurs un peu à la crise gouvernementale que cette affaire des Roms. Vous considérez que c'est un dérapage de Manuel Valls? Non, je crois qu'il est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Quand Manuel Valls rappelle, ministre de l'Intérieur, chargé du maintien de l'ordre, rappelle que les campements illégaux produisent, pour les Roms eux-mêmes d'ailleurs, mais pour l'entourage aussi, des problèmes d'ordre public, je crois que c'est difficile de le nier. Enfin, quiconque a pu... Moi, ça m'est arrivé en Seine-Saint-Denis, vous savez, nous avons beaucoup de campements. Donc, je crois que c'est son rôle de ministre de l'Intérieur. En même temps, c'est vrai aussi que nous avons à faire tout ce que nous pouvons pour essayer d'intégrer les Roms, car ils ont la liberté de circulation depuis 1958. Donc, intégrer les Roms, ça veut dire quoi? Dans ma circonscription, à Aubervilliers, la mairie a mis en place, il y a 2-3 ans, un village d'insertion. Avec des fonds européens? Puisqu'il y a ces bien fonds sûr, à vos avec des fonds dispositions. européens. Parce que ces populations, au départ, elles ne veulent pas être séparées. C'est-à-dire que c'est très difficile de les faire passer d'un campement où ils sont tous ensemble dans des conditions d'hygiène et de salubrité d'ailleurs épouvantables, hein, de non-scolarisation des enfants, etc., qui est quelque chose qui révulse évidemment, et de les faire passer directement, si vous voulez, à des logements différents. Donc, village d'insertion, ils sont groupés, et ensuite, au bout d'1 an ou 2, une trentaine de familles ont été parfaitement insérés, logés dans des logements normaux, et les enfants vont à l'école. Mais la question que pose la Commission européenne, c'est stigmatiser les populations étrangères. Est-ce que ça n'est pas un réflexe typique avant des municipales en France en 2014, où les maires socialistes vont remettre en jeu leur mandat? Moi, j'ai pas entendu ça dans les propos de Manuel Valls. Alors, il dit c'est pas pour stigmatiser. Il est ministre de l'Intérieur. Je note quand même que Madame Reding, elle a dit des choses différentes à Nicolas Sarkozy, où là, elle a eu un langage. Hein. Je ne croyais pas entendre ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, il y avait une discrimination, tandis que là, c'est... Manuel Valls dit les populations qui sont en séjour illégal en France seront reconduites à la frontière. Alors, je ne dis pas, il faut faire très attention. C'est un équilibre difficile. Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir un travail conjoint. J'en ai beaucoup parlé avec Monsieur Ponta, Victor Ponta, le Premier ministre roumain. Il ne faut pas stigmatiser les Roms, ça c'est sûr. Il n'y a pas une catégorie de population qui, par définition, ne peut pas s'intégrer. Il y a un devoir de la Roumanie, c'est vrai, mais qui fait des efforts, à mon avis, plus importants depuis quelque temps, depuis que Victor Ponta est là, pour intégrer les Roms. C'est pas encore tout à fait ça. Donc je pense qu'il faut jouer la coopération et essayer de faire tout ce que nous pouvons pour intégrer. Mais c'est vrai aussi que la concentration de population rom dans certaines communes qui ont des difficultés à les accueillir. Donc il faudrait peut-être aussi plus de solidarité, en France. Vous êtes présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le dossier syrien où on s'est obnubilé pour les questions d'armes chimiques. L'Europe a été particulièrement incapable de parler d'une seule et même voix, celle de Catherine Ashton, notamment sa haute représentante. Est-ce la faiblesse de ce chef de la diplomatie qui est en cause, l'attitude de l'Allemagne? Où est le problème? Au G20, il y a eu une déclaration de 8 États sur 20, c'est-à-dire une majorité des pays du G8. Le lendemain, le ministre des Affaires étrangères allemand a rejoint la position française. Donc il y a eu une unanimité des Européens, une fois que les explications ont été données, notamment sur les informations que nous avions. La deuxième chose, c'est que là, à l'ONU, nous avons satisfaction sur une résolution, un projet de résolution qui fait référence au chapitre 7, c'est-à-dire si M. Al-Assad ne respecte pas les engagements qu'il a pris de démantèlement de son arsenal chimique, à ce moment-là, le Conseil de sécurité sera fondé à prendre des mesures coercitives. C'est ce que nous souhaitions, c'est fait. Moi, je ne mets pas en cause Mme Ashton. Hein. Je pense qu'elle a
Elle fait ce qu'elle peut, parce que les Européens, c'est vrai, ont souvent du mal à s'accorder. Elle a d'ailleurs obtenu au Kosovo un succès remarquable. Hein. Vous êtes pressentie comme étant la favorite pour lui succéder? Vous êtes candidate? Je pense que les postes à la Commission européenne ne sont pas des postes où on déclare une candidature. C'est comme au gouvernement. Vous en avez envie? Ou bien les responsables de ces nominations estiment que vous êtes la bonne personne pour, et à ce moment-là, ça se fait, ou non. Et je pense en plus que nous avons le temps pour ça. Donc, évidemment, vous connaissez mon engagement européen. Hein, bien sûr, voilà, vous connaissez mon engagement européen. Et c'est vrai que la Commission aurait besoin de redevenir plus politique au sens noble du terme, c'est-à-dire d'avoir des objectifs politiques et de pouvoir au fond, retrouver, si vous voulez, l'influence qu'elle a beaucoup perdue quand même ces dernières années. Effectivement, vous pensez que ce poste, il est toujours coincé entre le désir des chefs d'État et de gouvernement de s'exprimer, ou il a un avenir et il peut prendre un certain envol ou une certaine carrure s'il était incarné différemment ou redéfini? Non, mais il y a des questions de personnes, mais il y a des questions structurelles. Il y a un rapport, vous le savez très bien, qu'a fait Mme Ashton sur le fonctionnement de son service. Elle a eu le mérite d'installer un service nouveau. C'est pas simple quand même. Et maintenant que ce service est installé, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne mieux? Elle-même a fait des propositions. Le Parlement européen, d'ailleurs, sous l'égide de Elmar Brok, un collègue allemand avec lequel j'ai beaucoup travaillé, a fait aussi des propositions. Je pense qu'il appartiendra à la future commission de les examiner. Je pense qu'il y a des améliorations possibles, notamment pour donner au titulaire du poste un véritable pouvoir de coordination qui ne lui a pas été accordé sur l'ensemble de ses politiques extérieures. Alors, Madame Ashton, elle est partie avec... elle était un peu amputée quand même. Merci Elisabeth Guigou d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi Ici l'Europe. Vous restez bien sûr sur nos 2 antennes, France 24 et RFI, pour un prochain rendez-vous avec l'information. À très bientôt à tous.